Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la vraie carte de la France. Et préparez-vous parce qu'elle s'étend bien au-delà de ce qu'on imagine. Quand on parle de la France, l'image qui vient tout de suite, c'est l'Hexagone, bien sûr. Sauf que, regardez bien cette carte. La réalité, elle est bien plus vaste. L'Hexagone, en fait, c'est juste le début de l'histoire. Des Caraïbes jusqu'au fin fond du Pacifique, la France est présente partout sur le globe. Alors, la grande question c'est comment ça marche tout ça? Comment cette France mondiale, cet héritage du passé colonial, fonctionne-t-elle aujourd'hui? Comment tous ces territoires, si loin les uns des autres et de l'Europe, sont-ils gouvernés, intégrés à la République? C'est un vrai casse-tête à la fois géographique et institutionnel. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va découvrir ces fameuses autres terres de France. Ensuite, on va essayer de démêler leurs statuts, qui sont assez complexes. On verra aussi les défis auxquels elles font face, mais aussi leurs atouts qui sont énormes. Et pour finir, on regardera comment on essaye de combler la distance avec la métropole. Allez, on commence par la base. D'où viennent ces territoires? Eh bien, ce sont les vestiges de l'ancien empire colonial français. Mais, et c'est ça le point crucial, au moment de la décolonisation, ces territoires-là ont fait le choix de rester français. Et attention, on ne parle pas de quelques îles désertes. Non, on parle de millions de citoyens français qui vivent là-bas, que ce soit dans l'Atlantique, l'océan Indien ou le Pacifique. C'est vraiment cette dimension humaine qui donne vie à cette carte du monde un peu particulière. Bon, c'est là que les choses se corsent un peu, mais c'est aussi là que ça devient passionnant. Il faut bien comprendre une chose, tous ces territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Chacun a un statut juridique bien particulier, une relation unique avec la métropole. Pour simplifier, il y a deux grandes catégories. D'un côté, les DROM, les départements et régions d'outre-mer, pensez à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Eux, c'est simple, ce sont des départements français. Point. Les mêmes lois qu'en métropole, et ils font même partie de l'Union européenne. Et de l'autre côté, on a les COM, les collectivités d'outre-mer. Là, c'est une autre histoire. La Polynésie française, par exemple. Ils ont une autonomie beaucoup plus grande, leurs propres lois sur plein de sujets, et ils ne sont pas dans l'UE. Cette autonomie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, tenez-vous bien, la Polynésie française a son propre président. Oui, un président local qui dirige le gouvernement du territoire. Ça donne une bonne idée de ce que autonomie politique peut signifier. Et ce n'est pas tout, l'exemple de Wallis et Futuna est encore plus fou. Là-bas, la gouvernance, c'est un mélange entre la République française et des rois locaux traditionnels. Ces rois ont un vrai pouvoir officiel reconnu par l'État. C'est quand même incroyable. Et puis, il y a les cas vraiment à part. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, a un statut complètement unique qui ouvre la voie à une possible indépendance. C'est un sujet très tendu politiquement, on l'a encore vu récemment avec les protestations du peuple kanak. Et à l'opposé du spectre, on trouve les TEAF, les terres australes et antarctiques françaises. Là, pas d'habitants permanents, c'est un territoire de glace réservé aux scientifiques et aux militaires. Maintenant qu'on a vu le côté administratif, parlons de la vraie vie. Parce que vivre dans ces territoires, ce n'est pas toujours la carte postale qu'on imagine. Derrière le paradis apparent se cachent des défis, et ils sont énormes. Déjà, il y a la nature elle-même. La plupart de ces territoires sont des îles, à part la Guyane, et qui dit île dit isolement. Leur petite taille, qu'on appelle l'exiguïté, ça limite forcément les ressources. Et le climat tropical, oui, c'est sympa, mais ça veut aussi dire cyclone, tempête, et n'oublions pas les volcans, comme le piton d'Afournaise à La Réunion qui est toujours bien actif. Côté économie, là, l'écart avec la métropole est juste flagrant. Le produit intérieur brut par habitant est bien plus bas et le chômage, lui, explose les plafonds. En plus, comme presque tout est importé de métropole, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Pour bien comprendre cette dépendance, il y a un chiffre qui parle de lui-même. Prenez la Réunion. Elle commerce 10 fois plus avec la France, à des milliers de kilomètres de là, qu'avec Madagascar, sa grande voisine juste à côté. Ça montre bien à quel point ces territoires sont économiquement coupés de leur propre région. Ok, on a vu les difficultés, mais maintenant retournons la pièce, parce que malgré tout ça, ces territoires sont des atouts stratégiques absolument incroyables pour la France. Alors évidemment, il y a le tourisme. Avec des paysages pareils et une biodiversité unique, c'est un moteur économique majeur. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Grâce à ces territoires, la France a accès à des ressources maritimes gigantesques. Et géopolitiquement, ils fonctionnent comme des îlots de richesse relative. Prenez Mayotte. Bien que plus pauvre que la métropole, elle attire énormément de migrants des Comores voisines. Et l'atout numéro 1, c'est peut-être celui-là, la ZEE, la zone économique exclusive. Grâce à tous ces petits bouts de terre éparpillés sur la planète, la France possède l'une des plus grandes zones maritimes au monde. C'est juste colossal. Pour la pêche, pour les ressources minières sous-marines, pour l'influence, c'est un trésor stratégique. Alors, face à tous ces défis, que fait l'État pour essayer de réduire les inégalités? Eh bien, la réponse tient en un concept clé, l'aménagement du territoire.
L'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'ensemble des politiques publiques, souvent financées par la France et l'Union européenne, qui visent à transformer ces lieux. Le but est simple, réduire les inégalités et rendre ces territoires plus productifs, mieux connectés et plus agréables à vivre. Et en pratique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des projets d'infrastructures gigantesques pour désenclaver, pour rompre l'isolement. Par exemple, on développe de nouvelles lignes aériennes directes, comme entre Paris et Mayotte. On agrandit les ports, comme celui de Jarry en Guadeloupe, pour accueillir des navires plus gros. Et on construit des routes incroyables, comme la fameuse nouvelle route du littoral à La Réunion, une route construite sur la mer. Finalement, derrière tous ces projets, il y a une seule et même idée. Essayer de corriger les inégalités. C'est une tentative d'appliquer le principe d'égalité de la République à tous ses citoyens, où qu'ils soient, même à des milliers de kilomètres. Alors, au final, que penser de ces territoires? Des atouts inestimables ou des fardeaux compliqués hérités de l'histoire? La vérité, c'est que c'est probablement un peu des deux à la fois. Une chose est sûre, leur histoire est loin d'être terminée et elle continue de redéfinir, jour après jour, ce que ça veut dire être la France dans le monde d'aujourd'hui.